Donc bonsoir, je suis Claire Elio. Je vais vous présenter un peu un travail assez global. Je vais prendre mon travail en exemple bien sûr, mais je vais surtout vous parler en fait de matériaux souples et de systèmes tangibles, donc de matériaux souples réactifs et systèmes tangibles. Là on passe un peu à justement, on a vu plutôt de la digitalisation et des choses qui commencent, au début de la conférence, c'est de plus en plus vers le tangible. Et donc là, on va aller vers la matière souple. Donc pour me présenter, je suis designer interactif et chercheur spécialisé dans les textiles. Bon, bien sûr, c'est des nominations que je me suis octroyées, mais c'est pas forcément simple d'identifier vraiment ce que je fais. Donc je vais aussi vous parler de manière globale ce que je fais, et notamment comme j'ai vu qu'il y avait des questions de l'argent. C'est bien parce que j'introduis ma conférence avec ça, comment je gagne de l'argent. C'est avec le fait que j'ai créé récemment une agence, un studio de design qui s'appelle Studio Tech. Donc je suis incubée au BDMMA, Bureau des métiers d'art et de la mode de la ville de Paris. Qu'est-ce que je fais là-bas? Je me demande des fois, mais la question est justement parce que je viens du design. Et donc j'ai mis en place un bureau d'études, laboratoire de tendance, avec un axe aussi recherche et développement et workshop. Donc, comme je vous disais, je suis spécialisée dans les textiles connectés ou les e-textiles, où vous avez peut-être entendu parler aussi de smart textiles, qui veulent dire finalement à peu près la même chose. C'est vraiment le fait d'exploiter la matière souple, de la combiner avec un système électronique et d'en faire ce que j'appelle une matière souple réactive, c'est-à-dire que le fait d'intégrer un système électronique, on va pouvoir le commander, on va pouvoir le manipuler, le faire réagir, être un actuateur ou un capteur. Donc matériaux souples, pourquoi je préfère à textile? Parce que finalement, en fait, les textiles, si on reprend la définition, c'est vraiment ce qui est tissé, alors que les matériaux souples, c'est aussi le cuir, c'est aussi les non tissés, et puis tous les matériaux maintenant alternatifs qui existent, notamment des alternatives au cuir. Donc je vais passer brièvement, mais en bureau d'études, je mets en place des cahiers des charges techniques, du prototypage et de la stratégie de développement de produits, parce que forcément on arrive quand même à deux industries, à travailler sur deux industries qui communiquent très mal ensemble, c'est-à-dire industrie du textile et de la mode, les secteurs plutôt textile habillement et les secteurs des nouvelles tech. Donc comment est-ce qu'aussi on met en place une conversation entre les deux? Matériotech, ça fait des années que je fais du sourcing, parce que finalement, en fait, c'est le textile connecté, c'est aussi faire beaucoup de recherches sur les composants et comprendre un peu mieux comment fonctionne la matière pour mieux l'exploiter. Et puis savoir justement, en fait, quelles sont les propriétés derrière pour pouvoir faire quelque chose avec. Donc, du sourcing matière et fournisseur. Ensuite, une partie workshop où, justement, en fait, j'ai des valeurs qui sont associées à ma pratique de l'électronique. Notamment ma pratique autodidacte, parce que moi je viens d'une école de mode. Et du coup, en fait, comment est-ce que j'essaye d'intégrer cette pratique et de l'enseigner par justement la fabrication de petits systèmes, parce que je considère que l'électronique, c'est surtout un apprentissage par la pratique, et notamment pour les gens comme moi qui sont nuls en maths et en physique. Certaines personnes ici peuvent le témoigner. Donc c'est vraiment cette idée de vulgarisation scientifique. Je m'intéresse à la fois au très jeune âge. Bon, en vrai, je ne donne pas des workshops non plus à des 0-1 ans, mais c'est mon rêve. Et aussi, du coup, c'est de 0 à 99 ans. Le but, pour moi, c'est vraiment d'aller vers deux extrêmes et de travailler justement sur un système numérique qui est plus accessible. Donc c'est ce que j'appelle un peu une vulgarisation scientifique, voire une démystification. Parce qu'en rentrant dans le monde des geeks, entre guillemets, dont je fais partie maintenant, j'ai l'impression parfois, j'ai senti en fait cette problématique d'intégrer ce vocabulaire, ce langage et les impasses. Et du coup, comment est-ce qu'on défait ces barrières, qu'on essaye de parler un autre langage pour pouvoir notamment arriver à sensibiliser d'autres publics. Notamment l'apprentissage par le faire qui évite justement ce poids au niveau de la théorie qui peut parfois faire peur et finalement qui a un levier qui est assez facile à défaire. Donc, par exemple, ça c'est une photo de la fête de la science où j'ai réussi à faire des
petits doudous connectés, des espèces de petits nuages où en fait quand on appuyait sur le petit nuage en mousse, on allumait une LED, c'était pour les 6-10 ans. Donc après, c'était en fait la mise en place justement de tutoriels, de notices, de tout un langage en fait autour de ça pour pouvoir faire en sorte que ces enfants en bas âge puissent manipuler l'électronique et puis apprendre à coudre parce que les enfants des nouvelles générations. C'est une pratique très importante. J'ai pas mal aussi donné de workshops ou d'ateliers à l'étranger, j'ai eu cette chance avant le Covid, heureusement, du coup de travailler sur le savoir-faire vernaculaire et les hautes technologies. Donc ce croisement de se dire on va essayer, grâce justement souvent au patrimoine culturel et textile que chaque pays a, par exemple ici c'était un workshop en Arménie, de travailler sur l'esthétique et les savoir-faire du coup arméniens en mode et textile, et puis les croiser avec les nouvelles technologies, ce qui fait des conversations assez intéressantes et qui permet en fait de soulever des problématiques sur justement des savoir-faire disparaissants. Et donc je veux parler justement de cette démystification, et la démystification pour moi c'était intéressant aussi, j'ai travaillé beaucoup avec ici un exemple, les Compagnons du Devoir. Il y a un centre à Pantin des Compagnons du Devoir axé surtout sur les matériaux souples, donc qui travaillent le cuir, qui travaillent par exemple les métiers comme la sellerie, des métiers qui finalement maintenant ils font plus de la sellerie mais ils font des rembourrages de sièges automobiles. Donc comment est-ce que justement en fait on va outiller les artisans pour qu'ils puissent être acteurs au niveau des nouvelles technologies et puis savoir en fait de quoi on parle et pouvoir intégrer peut-être eux-mêmes ces technologies parce que maintenant ces artisans sont parfois en bureau d'études. La dégenrification également, ça c'est une autre partie que les workshops me permettent de mettre en place, c'est aussi le fait que en fait, le textile c'est un monde très féminin. J'étais dans une école de mode avec un pourcentage très élevé de filles et du coup le monde de l'électronique et de la programmation c'est assez masculin. Et du coup en fait de travailler le textile et l'électronique en même temps, ça permet un peu de dégenrer la pratique et d'intéresser autant des hommes que des femmes et de créer une sorte d'équilibre parfois, et du coup justement aussi c'est un peu une plateforme conversationnelle par la pratique et autour du faire. Donc plus sérieusement aussi, j'enseigne dans plusieurs écoles, ce qui me permet de faire des recherches et puis de pouvoir justement être dans cet apprentissage aussi et essayer de faire en sorte d'apprendre cette discipline. Donc il y a l'ITEC qui est une école d'ingénierie, S-Mode qui est une école de mode et l'ISEC qui est une école de management. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai commencé par la mode connectée, bien sûr, puisque je viens de ce domaine de la mode, donc forcément du côté apparat, et ce qui m'attirait, c'est vraiment de travailler sur ces nouvelles technologies et de les utiliser en fait pour faire du vêtement génératif, c'est-à-dire que le vêtement il changerait d'apparence tout le temps, un peu cette utopie de se dire en tant que designer ou en tant que designer de mode où on essaye justement d'être tout le temps dans ce changement perpétuel, d'avoir justement ces vêtements connectés qui permettraient de changer l'apparence par des modifications plutôt environnementales. Donc voilà, par exemple, ça c'est un t-shirt, une robe connectée qui change de couleur. Mais en fait, c'était aussi mon premier problème et ma première confrontation à une sorte de réalité du milieu qui est une mauvaise communication entre les industries textiles et les industries électroniques et le fait qu'il n'existe pas forcément de composants adaptés, que en fait c'est une autre logique de construction. Quand on vient de la mode finalement, en fait on a une logique de construction par rapport à la forme, par rapport au montage, même par rapport aussi à la temporalité. Et donc j'ai eu un problème vraiment de support surface où j'arrivais pas à placer mes composants, où les choses s'en vont, où finalement mes cartes est morte à cause de l'électricité statique des cheveux des mannequins. Donc pas mal de problématiques qui fait qu'il y avait un problème d'intégration. Donc, mais le champ de la mode et le champ du design, finalement, c'est intéressant parce que c'est considéré comme, c'est ce que je considère comme des indisciplines, et le textile connecté, je le considère comme une indiscipline parce que finalement, c'est interdisciplinaire.
On va mélanger à la fois des connaissances en design textile, en ingénierie, système embarqué et programmation, puisque c'est aussi la base pour pouvoir vraiment être maître de ces systèmes. Le côté UX, IHM, donc pour ceux qui connaissent pas, IHM c'est interaction homme-machine, donc c'est plutôt côté sciences sociales et vraiment ce rapport à l'interface où on va penser en fait le corps, l'interface, la machine et du coup cette relation qu'on met en place souvent par des interfaces physiques ou non. Et le design industriel sur cette dimension en fait justement d'intégration qui peut parfois être assez complexe. Donc je me suis focalisée du coup sur ce qui m'a intéressé, c'est vraiment la métamorphose de cette interface et de me dire que le vêtement finalement c'est déjà une interface parce que c'est porteur de messages et du coup comment est-ce que on va travailler un peu en amont de la chaîne au lieu d'essayer de travailler sur le vêtement directement et plutôt sur l'intégration de ses composants et se dire que je vais travailler d'abord sur l'interface et voir après si c'est applicable. Et donc, j'ai travaillé sur 3 types d'interfaces que je vais vous présenter, qui s'appellent interface capacitive, interface résistive et interface sensible. Donc, une des premières étapes, ça a été pour moi justement d'utiliser mes connaissances et notamment d'utiliser les connaissances de tout ce qui va être technique textile. Donc, par exemple, là, typiquement, avec un peu d'ironie, j'ai brodé avec du point de croix. Point de croix, c'est vraiment un hobby, du coup, qui est disparaissant, qui est un peu poussiéreux. Mais finalement, en fait, c'est super parce que faire du point de croix avec du fil conducteur pour faire un circuit électronique, ça fait que son circuit électronique, il est bien stable, le fil ne bouge pas. Donc, finalement, en fait, c'était intéressant de faire cette fusion entre les savoir-faire que je connaissais qui étaient vraiment liés à la mode et puis l'électronique et puis comment est-ce que je pouvais détourner et commencer à réfléchir à des éléments. Donc j'utilise forcément pour faire ce type d'interface des matériaux qui vont être conducteurs. Donc là vous le voyez, c'est un fil argenté, donc c'est des fils qui sont métallisés mais qui vont avoir la même souplesse que le textile conducteur. J'ai oublié de vous ramener des échantillons. Mais du coup on peut vraiment le coudre comme un fil normal, il va être juste enduit, donc trempé dans le métal. Voilà un peu pour la spécificité technique. Et grâce à ça, en fait, c'est comme un fil, un câble d'électronique, finalement, c'est la transposition polyester ou coton du fil qui va faire que c'est là où on va pouvoir en fait commencer à s'amuser et puis à créer des formes d'interface. Donc interface tactile où du coup ce travail en fait de transposition et de conversion des composants solides où j'ai commencé à réfléchir aux problématiques qui étaient liées vraiment au circuit électronique et me dire bah en fait je vais les convertir dans un système complètement souple. Donc là j'ai mis dans un cadre à broder un circuit très simple de LED avec une micro-puce qui crée une animation de clignotement. Et donc là j'ai brodé à la machine directement le circuit qui fait que du coup j'ai un circuit entièrement souple. Donc ça c'était la première étape justement pour pouvoir faire une interface déjà qui est complètement souple et stable. Ensuite l'interface capacitive où là c'est le fait que en chaîne on avait du fil conducteur et en trame du fil normal. Donc, en fait c'est un croisement chez les trames de fils. Et du coup, le fait qu'il y ait des fils conducteurs, bah, ça fait exactement la même grille et que finalement vos surfaces haptiques, vos surfaces capacitives que vous utilisez au niveau de vos téléphones et toutes les bornes interactives et les ordinateurs que vous connaissez. Et alors que finalement, c'est juste un textile et en fait, ça fait le même effet avec un petit peu de programmation bien sûr derrière, qui est vraiment ce contact d'électrodes qui fait qu'on va par exemple ici allumer une lumière. J'ai travaillé du coup sur le fait de chercher en fait à reproduire cette interface qu'on a au niveau du smartphone, même si vous allez voir petit à petit que le smartphone c'est un peu mon ennemi, que j'essaye d'imposer l'écran souple, textile à la place de nos écrans lisses et froids de nos appareils numériques actuels. Et du coup, l'idée c'était est-ce que je vais arriver à la même performance technique? Donc là, on a un assemblage par couche justement de matériaux conducteurs et non conducteurs qui vont créer une matrice XYZ. Donc XY parce que j'ai les points en X et en Y, et Z parce que j'ai la force de la pression.
Donc là, on voit, c'est du coup connecté à un Arduino et ça envoie du coup les données ensuite à un processing qui fait un écran processing qui fait relais, donc avec une petite data visualisation qui a été codée par un ami qui s'appelle Adrien Husson. Donc voilà, pour vous montrer un peu justement ce travail du coup de matière, de sandwich de matière qui m'a permis en fait d'avoir cette interface et finalement la même performance que nos interfaces smartphones. Donc les interfaces en site tangible. Donc là, je vais vous présenter un projet qui s'appelle SoftMirror, où là, j'ai pas travaillé sur la captation, mais plutôt l'actuation, où l'idée, c'était de faire, du coup, une interface complètement robotisée, où au lieu d'avoir des pixels, d'avoir en fait un système un peu organique de communication, dans l'utopie, où on communiquerait plus avec des écrans pixelisés, des boîtes noires, mais on communiquerait en fait, le smartphone ne servirait que comme système de gestuelle, et en fait on communiquerait avec un système organique un peu faible, un peu maladroit parfois, qui réagit justement à nos déplacements et nos mouvements comme système en fait futur de communication. Je vais vous montrer la vidéo, je vais mettre ici. Toujours un petit chenillard, ça permet de vérifier si ça marche. On me dit, hein, ça marchait pas toujours. C'était fait exprès. Je passe parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur une autre typologie d'interface. Donc c'est un peu un projet manifeste finalement d'une recherche sur les moteurs à champ électromagnétique qui m'a beaucoup passionnée pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment, c'est un projet que j'ai fait notamment en laboratoire de recherche avec le soutien d'un directeur qui est un physicien. Donc, on est vraiment reparti de la physique fondamentale pour pouvoir en fait questionner les systèmes et puis vraiment travailler à la fois sur une méthode de conception mais aussi sur une finalité de faire les moteurs à champ électromagnétique les plus fins possibles. Donc les étapes de conception, c'était vraiment ce dialogue finalement, mon premier dialogue entre le design et la science un peu plus fondamentale, à me dire mais en fait si je veux remonter en amont des systèmes et si je veux essayer de les transposer et de les déconstruire, il faut alors que je retourne à une certaine connaissance du fondamental et du coup de comment est-ce que fonctionne le système au niveau physique pour pouvoir me l'approprier et puis le redesigner finalement. Donc je vais appeler ça empirisme et détournement. Donc empirisme et détournement, c'est lié à un livre d'Adolf Loos, Ornement et crime, que j'adore beaucoup, sur le fait qu'il essaye vraiment de mettre en place une méthode pour contrer un peu l'ornement. Et donc c'était un peu mon postulat en design, où finalement en fait j'ai travaillé sur un design qui est une forme qui suit la fonction et même un peu plus loin sur la forme qui participe à la fonction. Donc vraiment, j'allais faire que de la forme et l'esthétique pour que la fonction de mon système elle soit amplifiée. Donc, dans un process justement que j'ai imaginé, où finalement je commence par de détourner des systèmes existants pour déconstruire les objets, souvent les objets industriels, pour comprendre en fait comment ça fonctionne et voir un petit peu comment c'est fabriqué. Puis se dire que finalement, en fait, des fois, ça a été fabriqué comme ça, mais peut-être qu'on peut l'écrire autrement. Et reconstruire, du coup, par rapport à cette analyse un peu de ce qui a été déconstruit. Et donc, cette boucle, en fait, un peu infinie, d'aller-retour que je faisais sur
qui partait en fait de la déconstruction et du détournement d'objets existants pour pouvoir en créer de nouveaux. Les étapes de travail, c'est en partie, et là je vous dévoile les coulisses de mes projets, le versionning. Donc l'idée en fait, justement, pour pouvoir détourner mon mathématiques et la physique, c'est de tester des trucs et puis d'en tester une dizaine et de mesurer et de faire des itérations et de faire des boucles comme ça d'apprentissage où finalement j'arrive par cette méthode de déconstruction à pouvoir recréer des systèmes. Donc ici par exemple c'est des speakers, des haut-parleurs souples qui sont, c'est du scotch cuivre collé sur la toile de cerf-volant qui fait une sorte de membrane. Donc, si on branche, j'ai pas mis les fils parce que c'était pas joli sur la photo, hein, mon rapport à la mode il est toujours très fort, donc il faut toujours qu'il soit beau, l'électronique quand même. Et du coup, donc quand on branche le circuit, qu'on met un aimant derrière, avec un petit amplificateur, l'Oreille 1000, ça passe très bien au niveau sonore. Et du coup, j'avais utilisé de la toile de cerf-volant justement après maintes essais parce qu'en fait, il me fallait un matériau vibratoire, même le système de changeur. Et donc en fait, c'est là où finalement je mets en place un process vraiment de designer et de lien entre forme, fonction et même esthétique, où je vais créer de la forme et voir en fait au niveau des tests que selon les formes, celui-ci il marchait très bien, celui-ci un peu moins bien, ça c'est la forme un peu standard, et du coup que la forme en fait impactait la fonction, la forme, le support, la surface. Donc voilà dans ce processus de travail qui est étape par étape. Et donc également aussi le rétro-engineering, comme je vous disais, que j'appelle aussi la déconstruction et le détournement, c'est vraiment analyser et comprendre l'existant et pour pouvoir transposer leur usage. Donc là, je vous ai montré les 3 plus beaux speakers, mais j'en ai fait une 20-30 avant d'arriver à quelque chose de pertinent. Et donc c'est pareil un peu pour le projet Soft Mirror que je vous ai montré, c'est-à-dire que je suis partie de cette idée de il faut que je trouve un système qui fait contact et répulsion. Et du coup, champ électromagnétique, j'ai regardé comment étaient faits tous les solénoïdes, j'ai fait des recherches, j'ai ouvert des machines pour voir comment c'était fait, etc. Et du coup, j'ai travaillé justement sur un repackaging, un redesign en fait du système de base finalement de l'électroaimant pour lui donner la forme que je voulais pour qu'il puisse faire exactement le mouvement que je voulais. Notamment aussi, le code c'est un peu ma faiblesse dans la partie, donc forcément j'essaye de faire les choses les plus précises possibles en électronique pour pouvoir avoir à faire le moins de code possible. Système de Fignon que je pense que tout le monde connaît ici. Et donc ma pratique du coup par rapport justement au textile et à la mode, c'est vraiment j'ai des méthodes qui sont en place et j'utilise les mêmes méthodes pour faire l'électronique. Donc des fois je peux vous dire que j'ai un bordel de fils démesurable parce que justement je ne respecte pas forcément les codes préétablis. Pour faire ce projet de Soft Mirror, j'ai utilisé toutes les machines possibles du coup numériques. Ça c'est le gros avantage qui permet en fait finalement d'être entre artisanat mais pouvoir de produire en série. Parce que vous voyez, ça fait quand même 60 pétales et puis je ne les ai pas tous réussis. Donc à chaque fois il fallait en faire plusieurs. Et donc l'imprimante 3D, la découpe laser, c'est très utile à faire des choses parfaites soi-même et puis travailler vraiment sur des choses assez minutieuses. Et aussi au moment où je me suis aperçue que je devais faire une centaine de bobines, même si j'adorais enrouler les bobines à la main devant la télévision, je me disais mais en fait il y a un moment où l'électronique ça sert aussi à créer des machines. Donc j'ai créé ce petit objet par exemple qui s'appelle Bobino. Ouh, j'ai pas de photo de Bobino. Oh mince, j'ai oublié de le mettre. Mais on le voit dessus. C'est un petit objet imprimé en 3D qui va mettre juste accueillir un moteur stepper, donc un moteur qui tourne à l'infini, avec une bobine de cuivre. Et en fait, je me suis dit, mais attends, pour remplir, parce que j'ai fait comme des sortes de canettes, et je me suis dit, pour remplir ça, ben en fait, la machine à coudre, il y a un système de canettes avec un moteur, ben je vais faire pareil. Sauf que ça va être un système intelligent, parce que l'Arduino, il va compter pour moi le nombre de tours que je dois faire avec la bobine. Parce que bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les bobines que j'ai fait,
pour le projet, elles sont faites à la main parce qu'au final, j'arrivais pas à trouver l'épaisseur du fil, la taille de la bobine sur le marché. Donc, c'est dans ce cas-là que je suis rentrée dans un processus de recréation de ces bobines à champ électromagnétique. Donc, je vais peut-être accélérer parce que ça fait un moment. Ensuite, l'interface résistive, ça va être un des derniers projets, où j'ai fait tout un travail justement d'utiliser la résistance pour générer un contact. Et du coup, je me suis mis dans le défi, parce que j'aime bien les défis un peu techniques. Soft Mirror, c'était faire une série de systèmes avec des champs électromagnétiques artisanaux. Là, c'était me dire, bon, bah, je vais faire le petit, une sorte de micro-synthé modulaire avec le moins de composants possible. C'est super, je m'amuse bien à faire des trucs comme ça, parce que c'était hyper compliqué finalement de mettre le moins de composants possible et d'avoir quand même un petit effet d'une fréquence sonore variable. Et ça sans programmation, parce que c'est un moment où j'avais plus envie de faire la programmation, parce que j'en ai fait un peu avec Soft Mirror et ça m'a suffi. D'ailleurs, je remercie Joseph Larade qui m'a aidé à programmer le projet que vous avez vu juste avant, qui était chercheur à l'IRCAM. Et donc, comme j'en avais marre un peu de coder, je me suis dit, je vais faire un truc sans programmation. Et donc, je me suis intéressée à tout ce qui est circuit bending, donc détournement des objets pour enfants, si vous connaissez le circuit bending, le fait de faire une petite carte électronique qui va faire qu'on va pouvoir créer un petit objet sonore avec des objets pour enfants, des jouets pour enfants qui font du son. Et donc, j'ai créé ce petit... Alors, on entend le bruit des avions, je suis filmée dehors, mais ça rajoute un peu de densité. Donc, j'ai créé une sorte de petite platine avec justement des disques textiles. Et en fait, là, selon les disques, on a du fil d'argent, du fil de cuivre et du fil jean entrecoupé de fil de conducteur. Et du coup, on a un son différent où on pouvait fixer en fait le fil platine. C'est très agréable. Et donc, j'ai réussi comme ça à travailler sur un système qui coûte moins de 5 € au niveau de l'électronique, en référence notamment à Mitch Altman, qui a fait le Tiggy Gone. C'est moins hacker, mais c'était cette idée de faire le système le plus low-tech. Et du coup, le système aussi, c'était de se débarrasser de la PCB, donc de la platine électronique, et de me dire que j'allais tout faire sur du carton. Et grâce à la découpe laser, on peut graver, on pouvait marquer les circuits. Et aussi, comme je pense toujours à l'éducation et au workshop, j'en ai fait un système quand même facile à faire pour qu'il puisse être répliqué, notamment que je peux utiliser pour faire des petits workshops sympas en électronique. Donc voilà un peu sur les types d'interfaces. Je vais vous présenter un dernier projet sur ce qui me tient beaucoup à cœur finalement au niveau des interfaces, c'est des interfaces sensibles, où vraiment la matière c'est plus une contrainte, mais vraiment là on va l'utiliser comme le cœur de l'objet numérique. Donc j'ai travaillé sur des systèmes qui s'appellent Learning Matter, qui sont des systèmes interactifs tangibles pour l'apprentissage au numérique par le geste et la matière pour les enfants en maternelle, donc de 3 à 8 ans. 3 à 6 ans, pardon. 3 à 6 ans. Donc l'idée c'était comment est-ce qu'on fait, puisque vous voyez sûrement comme moi énormément d'articles sur le fait qu'il ne faut pas utiliser des écrans avant 10 ans, après ça a été 8 ans, on a mis les tablettes à l'école, on les a retirées, et en fait on ne sait pas trop comment naviguer avec le numérique, et puis justement cette approche. Et du coup je me suis dit, si le problème c'est les écrans, on va juste enlever les écrans, parce qu'on ne peut pas juste les délier de cette culture finalement qui est celle du numérique, et du fait qu'on a 3 systèmes qui sont importants à comprendre, c'est énergie, donc batterie, capteur et information. Donc j'ai travaillé avec une chercheuse spécialisée en petite enfance qui... Ah, pourquoi est-ce qu'il ne déclenche pas la vidéo? Ah, bon, je pense qu'il y a un petit problème. Pas grave. Qui justement les a testés en école maternelle pour voir en fait et faire cette itération et ce bêta-test que j'aime beaucoup pour faire plein d'exemplaires que j'adore, et de voir en fait justement quelles gestuels étaient associés. Notamment on s'est inspiré pas mal des dispositifs Montessori
qui mettent en fait le geste, la posture en premier, et qui sont vraiment sur ces petits objets qui vont travailler sur le faire, le geste, la répétition. Et du coup, on s'est un peu inspiré de ces systèmes en faisant des surfaces finalement sensibles, en utilisant les matériaux et en ayant une tactilité. Alors celui-là, il n'est pas du tout Covid-proof, ça a été fait avant. Par exemple, c'était souffler, l'action de souffler. Et donc à chaque fois, il devait assembler le système en comprenant qu'il fallait une batterie, un capteur, une LED, et puis interagir avec. Ensuite, on avait KBC, où là, justement, en fait, il y a un travail qu'on appelle l'affordance en design, que vous connaissez peut-être avec les interfaces numériques, qui est vraiment le choix de la forme et de la matière qui va en fait induire la fonction. Et du coup, ça évite de déplier une notice où finalement, en fait, l'impact, il est direct, il est visuel. Et c'est ça un peu parfois l'utilité du design. C'est vraiment dans cette relation d'interface et d'utiliser la forme, la fonction comme point d'appui pour savoir comment interagir avec la machine. Je vous montrerai la vidéo, je l'ai peut-être derrière. Donc dans cette idée justement en fait d'avoir cette approche au niveau des jeunes enfants et de se dire que ces systèmes seraient vraiment équiperaient les écoles maternelles où les maîtresses pourraient raconter en fait tout un tas de scénarios, se l'approprier. On a travaillé bien sûr avec le corps enseignant, l'idée c'était pas de les évacuer complètement, et d'avoir des dispositifs qu'elles comprennent et qu'elles peuvent utiliser, par exemple pour raconter des histoires ou pour des moments en fait où on a besoin de remettre les gestes et ces exercices justement parfois un peu autonomes que suggère Montessori. Alors, une vidéo. Vous pouvez voir comme ça que mon ordinateur est très bien rangé. Ah voilà. Je vous la montre rapidement parce que vous allez pouvoir voir justement le système un peu. À l'heure où l'on s'interroge sur la culture numérique des tout-petits, le projet L'Animateur propose aux enfants d'explorer les bases de l'électronique. On a fait pas mal de modules qui sont actuellement à Toulouse au Quai des Savoirs et qui sont aussi à un lieu, on est un lieu à Milleformes, qui a un centre Pompidou pour les petits à Clermont-Ferrand, et aussi ont été exposés à Genève. Les enfants manipulent les éléments d'un système de traitement de l'information composé d'une source d'énergie, d'une information et d'un signal. Les systèmes avec des grosses pièces qui soient adaptées justement à ce typologie, cet âge-là et à leur capacité motrice. Il y a vraiment tout un travail en fait de design sur le fait que ces courses-là et l'observation de leur utilisation des systèmes. Ça fait de la lumière. Toutes les vidéos, si vous voulez les revoir, sont bien sûr sur mon site. Donc, je vous encourage à aller les revoir si vous voulez. Cette idée, en fait, là, pour l'animateur, l'idée, c'était aussi de me poser la question de l'assemblage et du désassemblage. Parce que du coup, j'ai dû mettre des dispositifs dans des lieux publics et donc de me questionner sur le fait qu'on puisse les démonter, les réparer et aussi, du coup, tout ce travail un peu de design industriel dont je vous parlais justement pour intégrer du coup du textile dans un objet. Alors au départ, je voulais les faire tout souple, mais finalement, en fait, le baby-proof ne passe pas parce que vraiment, ils les mettent dans la bouche, ils les lancent et tout, c'est carnage. À la fin, j'avais tous mes systèmes démontés. Donc, il fallait que je fasse quand même des choses solides. Donc, il y a tout ce rapport, en fait, à un public qu'on ne maîtrise pas forcément parce qu'on n'a pas anticipé tant qu'on ne les voit pas faire. Donc voilà, ça, c'était vraiment un travail de recherche sur les systèmes. Et puis, toujours ce travail de détournement où, par exemple, ça, c'est des systèmes de fermeture de sac à main ou de porte-monnaie que j'ai détourné en faisant des pièces en imprimant 3D pour les clipser, parce qu'en fait je ne trouvais pas sur le marché des pièces assez grosses pour qu'ils puissent les clipser, et là aimanter pour les guider, parce qu'en fait leur plus gros problème
entre 3 et 6 ans, parce qu'ils comprennent très vite comment fonctionne un objet numérique, c'est la motricité. Et du coup, il faut des systèmes faciles à clipser. Et parce que s'ils éclipsent pas tout de suite, ils abandonnent, ils vont jouer à autre chose. Ça va très très vite. Hein. C'est les pires clients qu'on puisse imaginer, parce que vraiment, ils sont très difficiles. C'est pareil, la couleur, la forme, on peut se dire, bon, c'est superflu, mais non, parce qu'en fait, ça compte énormément. Les couleurs, leur jugement, en fait, sur l'esthétique des choses fait qu'ils vont adopter ou pas le produit. Donc, il y a vraiment ce travail de design qui est qui est, je pense, un des plus difficiles que j'ai eu à faire, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment ils vont répondre. Donc, après, je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai fait ce système d'assemblage et de démontage, je me suis pris la tête pour pouvoir faire un système simple, bah, autant m'en servir toujours pour faire de la pédagogie et créer des notices, créer des systèmes, en fait, qui seraient possiblement faisables par des adolescents. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa quand même d'intégrer, au lieu du porte-clés en cours de techno ou du petit robot, peut-être un peu de textile connecté. Et donc, j'espère qu'un jour, ce sera au programme scolaire. Mais du coup, j'ai tout fait de manière à ce que ce soit réplicable facilement et même que des institutions potentiellement puissent s'en servir, en fait, sans que je sois forcément là, pour faire de la médiation culturelle autour des systèmes numériques tangibles. Je vous remercie, c'est le clap de fin. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Creative Code Paris, TCM pour l'accueil, et bien sûr Mitch Altman et Richard Stallman pour ceux qui connaissent. Si vous avez des questions, rapidement avant d'y aller, si vous avez trop mal aux fesses, partez, je n'en voudrais pas, parce que je pourrais gesticuler comme ça. Moi j'ai pris le canapé direct. Hein, donc voilà. Ils sont beaux, hein. Vous pouvez les prendre en photo, je peux les mettre en grand écran. J'ai choisi vraiment les photos qui les représentaient le lieu. Voilà, ils sont très très beaux. Dans tes derniers slides, j'ai l'impression que tu as mis tout le design en fait en open source. T'as eu des retours d'écoles ou autres qui ont pris le relais ou qui sont allés peut-être un peu plus loin ou dans une autre direction? Alors, ouais, j'ai tout mis en open source. Bah, pour les plus avérés, vous pouvez retrouver les notices sur GitHub. Et sinon, je les ai mis sur mon site. Et puis, ouais, justement, je les ai donnés à certaines institutions, bah, comme le Quai des Savoirs de Toulouse. Mais c'est vrai que la prise en main, elle est encore un peu complexe. Et le problème aussi, c'est que bah, les médiateurs, il faut les médiateurs qui sont par exemple dans les systèmes culturels, comme la Cité des Sciences, le Quai des Savoirs, mais ils ne sont pas encore formés forcément en numérique. Donc il y a des petites choses quand même, un accompagnement qui doit être mis en place. Les notices, j'ai eu l'occasion de les tester sur des workshops, justement par exemple au Dôme de Caen, où on avait fait un workshop juste avant le Covid. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu trop d'autres workshops enfants qui m'ont été proposés pour pouvoir voir si les notices déjà elles sont compréhensibles. Pour l'instant, j'ai pas fait assez de tests déjà pour savoir si la visibilité des notices pour les enfants elles sont bien. Et en tout cas, pour l'instant, ouais, il n'y a pas eu de réappropriation, mais je pense qu'il y a tout un travail justement de pédagogie à faire autour de ça. Ça, c'est le travail de la chercheuse, notamment avec qui j'ai travaillé, Marion, qui travaille vraiment sur l'intégration du numérique pour la petite enfance, et elle travaille en parallèle avec l'éducation nationale. Donc du coup, elle fait ce travail de justement quel dispositif on peut mettre. On est pas mal de designers quand même à travailler sur des choses comme ça. Il y a aussi par exemple Coloris, vous connaissez peut-être parce qu'ils ont été hyper médiatisés, qui font justement des jeux pour enfants pour apprendre le code sans faire du code, enfin sans vraiment faire du code. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes en pédagogie alternative mises en place. Mais après voilà, il faut trouver les gens qui veulent bien reprendre le travail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, merci pour votre attention. Merci.